Quel métier il ne faut pas faire, hein. Non, franchement, putain, on va faire un bulletin spécial Castaner. C'est quand même déprimant, tu sais. La conversation, parfois, elle tombe comme dans des ornières. Tu vois, il y a une bille qui roule et paf, ça tombe dans l'ornière. Et la conversation, c'est pareil, ça tombe dans ce qu'il y a de pire. Donc allons-y pour Castaner, quoi. Bon, un message simple à passer aux centaines de ronds-points qui seront occupés demain. Je crois que nous, déjà, on a entre 150 et 300 projections. C'est assez fluctuant, on ne sait pas, mais il y en a au moins 150, un plancher de 150 et un plafond de 300 sur les ronds-points de France. C'est Castaner d'émission. On peut y aller par 4 chemins. Et là, vous avez l'occasion, vous demain sur les ronds-points, si vous avez marre qu'on vous mente, marre qu'on vous trompe, tu veux que je reprenne là parce que si vous en avez marre qu'on vous mente, si vous en avez marre qu'on vous trompe, si vous en avez marre qu'on triche, si vous en avez marre, bref, qu'on vous prenne pour des cons, vous avez l'occasion d'en avoir un, de le choper, de plus le lâcher. Et on peut l'avoir. Pourquoi? Parce que là, il y a des fissures dans l'appareil. Ça ne va pas être les gilets jaunes tout seuls contre leur rond-point, contre un bloc oligarchique en haut uni et soudé. Là, en haut, ça se fissure. En haut, il ne va pas y avoir de solidarité totale avec Castaner sur ce coup-là. On peut le désolidariser du bloc et en faire tomber un bout. Donc là, je crois que demain, et c'est pas rien de faire tomber Castaner. Alors vous savez, moi je pense que bon, il a menti. Castaner ment comme il respire. C'est son mensonge. Hein, on avait déjà fait une vidéo du temps où il était porte-parole de Macron, je le raconterai après. Mais c'est notre Pinocchio. Et je dirais que j'ai l'impression, moi, des fois, quand je suis à l'Assemblée, que c'est un métier de mentir, tu sais. Donc, est-ce qu'il faut lui reprocher ça? Presque, il a le mensonge trop dru, tu sais. Les autres, ils font des mensonges arrondis, des mensonges hypocrites, des mensonges euphémismes. Lui, il fait le mensonge tchac-tchac au carré. Une attaque de Black Bloc, d'anarchistes à la pitée salpêtrière. C'est la terreur qui s'installe dans la République. Bon, il a ce côté un peu franc du collier dans son mensonge, tu vois. Et donc, c'est ça qu'on va lui faire payer. Bon, pourquoi on va lui faire payer? Parce que pour une fois, il y a un flagrant délit. Il y a flagrant délit. Parce que quand l'appareil d'État se met en marche, pour lui dire qu'il a tort, il faut des vidéos, il faut des preuves, il faut tout ça. Si jamais c'est quelqu'un qui vient de leur bord dire un truc, c'est pas crédible. Tant qu'il n'y a pas la vidéo, lui, il peut raconter ce qu'il veut. Derrière, les journalistes, ils vont embrayer. Tout le monde va embrayer derrière parce que c'est la parole tu vois, même si c'est des menteurs, quoi. Bon. Mais je pense qu'on peut l'avoir pour une autre raison. C'est que le 1er mai, il y a bien eu une attaque autour de la salpêtrière. Mais c'était une attaque de policiers. C'était une attaque de policiers commandée par Castaner. Et c'est un choix dans ce mouvement depuis des semaines et des mois maintenant d'y aller par de la violence que je regrette. Et moi je le dis, je le répète, ça ne me fait plaisir ni quand il y a des blessés chez des gens en uniforme, ni quand ce sont des gilets jaunes. Mais il y a un choix de l'État aujourd'hui, qui est le choix de la matraque, qui est le choix de la grenade, qui est le choix du LBD, qui est le choix de tout ça. Eh bien là, il y a l'occasion de dire non à ça. Pas dire non seulement à son mensonge, mais dire non à ses attaques. Tu sais, toi, tu n'y étais pas à Paris le 1er mai. Non, mais on avait Julie, Joseph, Hector, me semble-t-il. Bon, il faudrait on mette leur tête là. Rien que mettre leur tête, on comprendrait qu'on n'a pas affaire à des terroristes, à des black blocs, c'est des gentils, ce sont mes attachés parlementaires. Et qu'est-ce qu'on vient leur dire dans les manifs quand ils parlent au CRS? On va dire, c'est à vos risques et périls. Vous avez voulu manifester, maintenant vous allez assumer. Et non, on n'a pas assumé de manifester, c'est un droit de manifester. Donc, et c'est Castaner qui dirige ça, c'est Castaner qui veut ça, et depuis des semaines qu'il y a 80 personnes qui ont perdu un œil, qui ont perdu une jambe, qui ont eu le crâne fendu, qui seront déformés pendant toute leur vie, qui vivront amputés d'un membre, Castaner n'a pas eu un mot de regret, un mot d'excuse, un mot pour ces victimes-là. Moi, dans l'hémicycle, quand on me parle de victimes policières, je me lève et tous les députés de la France Insoumise se lèvent. Quand on parle en revanche, nous, d'une victime chez les Gilets jaunes, il n'y a pas un membre de la majorité pour se lever. Eh bien voilà,
avec ce dont Castaner est le symbole. Au-delà de sa personne, il est le symbole de ce choix-là, de cette orientation-là, et le symbole de ce silence face à une répression organisée. Enfin, le fait que immédiatement il interprète ce qui se passe à la Salpêtrière comme une attaque est un symptôme. Évidemment. Donc maintenant, on va dire, c'est un peu comme Al Capone, tu sais, quand il s'est fait choper pour fraude fiscale, quoi. Tu vois? Ben si. Voilà, là, il se fait choper sur un mensonge, c'est pas ça. Ce qui a à lui reproché, c'est le cœur de sa politique. Et évidemment, sa politique, il n'en a pas décidé sans Macron. Tu sais, ça me ramène à un autre mensonge de Castaner quand même. C'était au début, j'étais pas encore politique, j'étais même pas encore candidat, je crois. Donc je me baladais encore avec mon t-shirt I Love Bernard ou un truc comme ça, non? Bon, sur les plateaux télé. Je suis invité sur le plateau de C'est polémique. Et c'était au moment où je défendais les écoplats. Il faut rappeler Ecopla, mais ça permet de brosser un portrait de Macron au passage. Ecopla, c'est cette entreprise à Saint-Vincent-de-Mercus du côté de Grenoble qui fabriquait des emballages en aluminium pour l'alimentaire. Bon, une boîte qui tournait bien. D'un seul coup, elle se fait bouffer par un actionnaire sino-australien, c'est ça, sino-australien, Jerry Wren. Et les syndicats alertent, les salariés alertent, ils voient qu'on mène leur entreprise droit dans le mur. Ils alertent par le biais de la sénatrice communiste, par le biais du député socialiste, par tous les biais possibles, ils essayent d'alerter le ministère de l'économie. À l'époque, c'est qui? C'est Emmanuel Macron. Zéro réponse de Macron et de sa bande. Finalement, il va y avoir une personne qui va être reçue par le cabinet d'Emmanuel Macron. Ça va être qui? Ça va être le patron. Le patron voyou. Le patron qui était en train de couler la boîte. Bon. Et pourquoi Macron n'avait pas le temps à ce moment-là de recevoir les salariés, de recevoir les syndicalistes ou de faire que quelqu'un dans son équipe les reçoive, qu'il y ait une écoute, qu'on se dise bon sang, qu'est-ce qu'on va faire de, je crois, 150 salariés, que va devenir cette entreprise? C'est la dernière fabricant d'aluminium en France, ça a peut-être un intérêt. Bon, mais pourquoi il n'avait pas le temps? Parce qu'à cette époque-là, il faisait des dîners. C'est Christian Eckert, son collègue au ministère du Budget, qui l'explique. Il faisait 2 dîners le même jour. Tu vois, il faisait un dîner dans les appartements du bas à Bercy, un dîner en haut, et il passait d'un appartement à l'autre pour pouvoir recevoir. Il recevait un peu tout le showbiz dans ses appartements. En fait, il était en campagne. Il était en campagne aux frais du contribuable, et surtout pendant ce temps-là, il ne bossait pas. Il ne bossait pas pour les ouvriers d'Ecopla à Saint-Vincent-de-Mercuse. Et donc, la seule personne qui a été reçu dans ce dossier, ça a été le patron voyou. Et les salariés, eux, ce sont des gens qui ne sont rien, qui ne savent rien, qui ne peuvent pas mener les rênes de leur entreprise, donc on ne les a pas écoutés. J'arrive sur le plateau de ces polémiques. Bruce Toussaint. Et là, en face, Christophe Castaner, il faudra revoir la séquence, mais avec un aplomb, ils ont un aplomb. Il faut dire que toi, tu sais que c'est vrai et tu as moins d'aplomb que eux qui mentent. C'est quand même incroyable. Monsieur Ruffin, vous étiez où en mai 2015, quand moi j'étais aux côtés de François Brottes, député, et que nous recevions avec le cabinet d'Emmanuel Macron les syndicalistes et les salariés d'Ecopla? Tu dis, mais attends, c'est quoi ça? Même à toi, il te met le doute. Alors que toi, tu as mené l'enquête et tout ça. Tu dis, mais et tu as Bruce Toussaint qui sait. Alors, monsieur Ruffin, vous n'étiez pas au courant de cette information? Parce que, évidemment, si le porte-parole d'Emmanuel Macron, il l'a dit, c'est que c'est vrai, tu vois. Et toi, tu es comme un con, là, sur le plateau. Bon, et après, tu vérifies. T'es con, tu vérifies tes trucs, toi. T'appelles Christophe, le délégué syndical d'Ecopla. Non, jamais on a été reçu. T'appelles les salariés. Non, jamais on a été reçu. Bon, et en fait, tu découvres que jamais il y a eu un syndicaliste ni un salarié d'Ecopla qui a été reçu par Christophe Castaner ou par Emmanuel Macron ou par son cabinet. Personne. En fait, ceux qui avaient été reçus, ça avait été le PDG. Donc Christophe Castaner, tu vois, il confond un PDG et un salarié. Et puis le deuxième qui avait été reçu, c'était vraisemblablement le directeur du site. Donc on confondait le directeur du site et les syndicalistes, tu vois. Bon, enfin bref, il avait menti. Il avait menti gros comme lui, tu vois. Mais surtout, et ça me rend furieux, j'avais complètement pété un câble sur le plateau. Ça m'avait rendu complètement furieux parce que c'est non seulement, on voit bien, leur mensonge, il y a leur mensonge à eux, mais c'est un mensonge social.
C'est-à-dire qu'il y a un accompagnement par la société, une acceptation. Tu avais Bruce Toussaint qui était d'accord, et tu peux toujours espérer avoir un démenti par derrière. Jamais tu auras de démenti. Jamais il n'y a rien. Donc, c'est la première fois que Castaner, on a peut-être une chance de le sanctionner sur un de ses mensonges. Tu vois, il faut y aller. Alors, je me souviens qu'au passage, on avait relevé le poète Castaner. Hein, parce que sur sa page Facebook, ouais, je sais que je suis un peu en mode obsessionnel, tu sais. Je suis en mode obsessionnel, moi je suis un bon obsessionnel. Quand j'ai un bonhomme, bon, alors j'avais été sur sa page Facebook, à Christophe Castaner, que je connaissais ni David Adam. Hein. À l'époque, c'était un vague député socialiste, on avait une tripotée là-dedans, bon, mais le croisant sur le plateau de ces polémiques, j'avais été sur sa page Facebook, et là, j'avais relevé une poésie. Peut-être que tu peux remettre ce moment d'art, quand même. Lyrique. Je vais lire et puis il faudrait... Ces mots sont tellement beaux que je te demanderai, tu sais comme on fait dans Taratata ou dans les trucs de karaoké, de les inscrire en même temps à l'écran. Donc c'est une poésie du poète Christophe Castaner, trouvée sur sa page Facebook. As-tu vu dans le ciel passer un vol de grue? L'une d'elles s'est posée sur l'herbe drue. En mal d'amour, l'arbre figé face au vent accru. Elle est là, lasse, et fait le pied de grue. Elle a l'air triste même si elle est la bienvenue. Et l'air, en l'air, le sens-tu? Si bleu, si sec, si froid. Le ciel à perte de vue. Le vol s'éloigne sans l'attendre, elle n'aurait cru. Alors elle me quitte, je trouve cela malvenu. Me voilà seul, avec mon arbre nu. Oh, c'est tellement charmant. Et donc, il donne ses sources un peu d'inspiration. Pour arriver à ce niveau de lyrisme, cette qualité dans la rime, puisqu'il arrive quand même à faire rimer grue avec grue, et ça c'est quelque chose que jusqu'à maintenant peu de poètes s'étaient permis, eh bien, il cite quand même pour ça, alors Rimbaud évidemment, mais on sent tout de suite le côté rimbaldien, Senghor, il va chercher au-delà des mers et des frontières, chez Neruda aussi, c'est toute la souffrance là de l'âme d'un poète proche du peuple, Verlaine et ainsi de suite, qui sont mes poses régulières, dont l'inspiration est moteur et dont les mots me guident en effet. Et ça se voit dans toute cette qualité, toute la qualité de son verbe, quoi. Donc voilà, donc il faut pardonner, c'est plus des mensonges, c'est vraiment, voilà, on a affaire à un poète de la politique, saluons-le. Voilà, on peut regarder les mensonges de Christophe Castaner comme étant une forme d'art. C'est un art poétique et c'est peut-être un art politique aussi, que je ne maîtrise pas, tu vois. Moi, je suis un énervé, sincère, bon, voilà. Allez, tu vois, dans le mensonge social, ce qu'il y a, c'est combien c'est accompagné par, tu vois, il y a un truc, ils ont un truc d'autorité. Même quand ils mentent, ils ont un truc d'autorité, tu vois, une stature d'autorité. Ça s'incarne. Et tu vois comment ils arrivent à entraîner les journalistes. À partir du moment où c'est dit par une autorité, les journalistes y reprennent. Et toi, si tu veux les reprendre sur un point, il faut que tu batailles pendant des heures. Donc si on peut, là, leur faire payer sur ce point-là, allez, des années de mensonges, je prends. Bon, allez, je pense que c'est lié. Mercredi, je recevais à l'Assemblée des dirigeants du mouvement des Sans-Terre brésiliens. Donc c'est les paysans, c'est la confédération paysanne de là-bas, mais en nettement plus puissant. Il doit y avoir des millions de membres et tout ça. Bon. Il me racontait, sous Bolsonaro, le président brésilien, la répression qu'eux subissent dans les campagnes. Dès qu'il y a une occupation, paf, on met les gens en tôle. Mais dans les villes, les jeunes leaders de quartier qui se retrouvent en tôle aussi. Et eux, venant pour plaider la libération de Lula, ils m'ont invité au Brésil pour que j'aille rendre visite à Lula pour mettre la pression sur le gouvernement brésilien. Je ne sais pas si la visite de François Ruffin au Brésil est de nature à renverser le rapport de force, mais bon. Voilà, en se disant, bon, s'ils osent maintenir en tôle l'ex-président du Brésil, bah nous, ils peuvent nous écraser. Donc, on le défend pour nous défendre. Bon, voilà. Et donc, il y a un échange, j'ai vu. Et là, je cause de Macron. C'est surprenant hein, que je leur cause de Macron. Hein. Mais en leur disant, finalement, Bolsonaro, vous saviez à quoi vous attendre. C'est du crypto-fascisme. Et il s'est annoncé comme tel. C'est quoi? C'est les 3 B là. Bœuf, Bible, balle. Tu vois?
il est associé au lobby des gros propriétaires terriens, il est associé aux évangélistes, la Bible, et au lobby des armes à feu, la répression, les balles. Macron, c'est presque plus surprenant. Parce que autant on savait qu'il était conservateur, enfin libéral sur le plan économique et social, qui ferait une politique pour les riches, autant il paraissait, avec sa modernité, son côté start-up, jeune, souriant, comme être un garant des libertés publiques. Et il s'avère le contraire. Au fil des mois, et alors que dure la crise, avec son homme de lige, Christophe Castaner, c'est l'homme de la répression, c'est l'homme de la matraque qui essaye de continuer à sourire par-dessus, tu vois, avec des grands mots, de la philosophie, l'art d'être français. Bon, mais la vérité, c'est passer les bulldozers sur les ronds-points, écraser les cabanes. C'est les profs qui, là, face à la loi Blanquer, quand ils ne sont pas d'accord, se retrouvent à être mis le couteau sous la gorge. C'est ça. Et en fait, je pense que le fait qu'il y ait une conjonction de forces, que même ceux qui ne sont pas arrivés au pouvoir pour être la matraque se remettent à utiliser la matraque, c'est un signe. C'est un signe des temps. Et je vois un autre signe des temps, moi c'est dans son discours de la semaine dernière. Lundi dernier, j'ai fait mes petites recherches sur des mots complémentaires. Concurrence apparaît 0 fois dans le discours de Macron la semaine dernière. Compétitivité apparaît 0 fois. Mondialisation apparaît 0 fois. Et croissance n'apparaît que 2 fois. C'est-à-dire, c'est le fond idéologique de Macron. C'est ce qui nous rabâche depuis 2 ans. C'est ce qui nous rabâchait et maintenant il faut le mettre au passé, en tout cas le temps d'un discours. C'est ce qu'il nous racontait pour être élu. Compétitivité, croissance, concurrence, mondialisation. C'est grosso modo ce que les libéraux nous racontent depuis 30 ans. Et là, il se trouve que dans ce discours-là, il a dû l'éclipser. Il a dû le cacher. Il a dû le masquer. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est précisément ce que les gens ne veulent plus entendre. C'est précisément en fait ce que les gilets jaunes combattent sans le dire. Tu vois? La concurrence, la compétitivité, la croissance, la mondialisation et tout ça qui imposerait une espèce de fatalité. Et donc, il faut qu'il continue à le faire, mais sans le dire. Mais il est conscient de ce détachement de l'idéologie dominante. Et donc, si jamais ils n'arrivent plus à attirer dans cette direction-là par la conviction ou par la persuasion, eh ben, il leur reste la force de coercition. Il leur reste la matraque. Et je pense qu'on vit dans ce moment où les masses populaires, les travailleurs, les gens, tu appelles ça comme tu voudras, mais ne croient plus à ce langage-là. Et donc, eh ben, il faut, pour maintenir le cap dans ce sens-là, colmater les brèches. Les brèches, c'est les brèches de gilets jaunes qui disent non, on ne veut plus de ça, non, on ne veut plus de ça, et qui sont encore soutenus par une majorité de Français. Donc, paf, la matraque, paf, Castaner, paf, les grenades de désencerclement, tu vois. Et ça veut dire que même ceux qui ne sont pas arrivés au pouvoir, et je fais ce crédit à Emmanuel Macron, en se disant, je vais être l'homme, allez, d'une dictature soft. Au contraire, je suis l'héritier des Lumières, les libertés publiques sont pour moi fondamentales, il en est sans doute convaincu. Mais dans sa pratique, il fait autre chose. Pourquoi? Parce qu'il y a des forces sociales aujourd'hui qui le dépassent. Et que si les forces sociales, elles veulent continuer à maintenir ce cap-là, l'oligarchie, elle veut poursuivre dans la même direction, elle ne peut pas le faire seulement avec des jolis mots. Maintenant, ils sont obligés de sortir le bâton pour faire ça, tu vois. Et donc, je pense que sur des continents différents, mais Trump, Bolsonaro, Macron, quelque part, pour maintenir le cap voulu par les forces sociales qui les soutiennent, ils sont obligés de ne plus utiliser seulement l'arme du langage, mais utiliser les armes tout court, quoi. Et donc, en réussissant, en obtenant la démission de Castaner, en posant ça comme slogan, « Casta, casse-toi », eh bien, c'est-à-dire on devrait faire un autocollant et le faire diffuser partout, ça, non? Eh bien, si jamais on obtient la démission de Castaner, ce n'est pas seulement Castaner qu'on aura touché. C'est cette oligarchie qui sait maintenant que pour maintenir son cap, tu vois, cette Europe dont on ne veut plus, qui avait déjà été rejetée en 2005. Pour ça,
donc, si jamais on arrive à choper Casta, eh ben, c'est ce monde-là à qui on met un sérieux coup, quoi. Tu vois, et il faut replacer cette séquence Gilets jaunes, je dis dans 2005, tout ça, mais dans un temps long. Qu'est-ce que c'est le temps long? Ils ont cru à la fin de l'histoire. C'était Francis Fukuyama dans les années 90. Mais c'est Alain Madelin qui dit « Le traité de Maastricht est une assurance vie contre l'expérience socialiste ». En fait, c'est une assurance vie contre toute expérience politique. C'est 2005, le traité constitutionnel européen, dont on nous dit qu'il va graver dans le marbre le libéralisme. C'est-à-dire, l'histoire est morte, elle est figée, elle est terminée. C'est un bloc de granit et c'est tout, on n'y touchera plus. Les vainqueurs sont les vainqueurs et c'est terminé. Et là, ce qui se passe depuis un peu plus de 10 ans, c'est que l'histoire, elle se défige. Elle est repartie. Elle est repartie et ça peut basculer du côté du pire comme du côté du meilleur, hein. C'est du Trump, c'est le national-populisme italien, c'est les gilets jaunes en France. Voilà, c'est le Brexit en Angleterre. C'est une histoire qui se remet en mouvement. Et face à ça, eh bien, il leur faut des solutions qui leur permettent de maintenir le cap. Et notre solution ici, c'est Macron, tu vois. Tu vois le truc. Mais je pense que si on replace cette crise des gilets jaunes dans le temps long, c'est l'histoire qui se défige. Ça y est, on est repassé dans un temps de l'histoire où on ne sait pas où ça va aller. Ça peut être pour le meilleur ou pour le pire, hein. Et ça, c'est à nous de l'écrire. Je pense que voilà, c'est une page de l'histoire qui s'est écrite avec les Gilets jaunes et qui continue de s'écrire aujourd'hui pour savoir, tu sais, en 1934, la réponse à la crise, ça a été le nazisme en Allemagne, ça a été Roosevelt aux États-Unis et ça a été le Front populaire en France. Ben, c'est à nous de peser pour que demain, ça soit à nouveau le Front populaire qu'on écrive comme sortie de l'histoire. Bon, enfin, terminons sur une page culture. Voilà, le cadeau que j'ai envie de faire en ce moment à plein de gens, c'est Les racines de la colère de Vincent Jarouzeau. C'est quoi? D'abord, c'est un genre. C'est le roman photo. En fait, ce n'est pas un roman photo, c'est du docu-photo. C'est des photos documentaires et tu vois, il fait les bulles, il écrive ce que les gens vivent. Et donc, il est allé, je crois, à Denain, dans le Nord, dans une série de familles plutôt popu. Et à chaque fois, il a décrit qui se déplaçait en vélo, où est-ce qu'il allait, le plus loin que la personne est allée, bah écoute, il n'a jamais vu la mer, ou celui-là, bah, il traverse la France pour avoir du travail. Et il les suit comme ça. C'est un vrai travail de journaliste qui est remarquable et avec un genre que moi j'adore. Le genre docu-photo. Donc, c'est le bouquin que j'ai envie d'offrir en ce moment. Tu sais que pendant des années, à tous les stagiaires qui passaient à Fakir, tu l'as eu toi ou pas? Ouais, tu l'as eu en ton temps. Eh bien, puis même pour les naissances, pour tout ça, un bouquin que j'adore offrir, j'ai dû en offrir plusieurs centaines d'exemplaires, hein. Je pense que j'ai fait vivre la maison d'édition qui se trouve à Angoulême, qui s'appelle Ego comme X, parce que le bouquin, il coûte quand même 38 €. Mais c'est un très beau livre. C'est Jean de France de Jean Telet. Et voilà, bon, il raconte de manière fantaisiste des histoires qui se sont... Voilà, c'est du docu à nouveau, un peu plus fantaisiste que Vincent Jarouzeau. J'adore. C'est un modèle, voilà. Moi, j'ai mes modèles de reporters. J'ai pas tellement de modèles politiques, je dois dire. Mais j'ai mes modèles de reporters. Bah, y a Daniel Mermet, hein, son émission Là-bas si j'y suis. Il y a Michael Moore. Et Jean Telet dans Jean de France. J'en ai offert plein d'exemplaires. Et je vous le recommande si vous ne l'avez jamais lu. Moi, peut-être que j'ai aimé ce genre, le docu-photo, tu vois, quand j'étais gamin. Je me souviens que le dimanche, on allait voir ma grand-mère à la campagne, à Proyard. Donc, c'est dans le Santerre, c'est à l'est de la Somme. Et après, on allait voir sa mère, donc mon arrière-grand-mère, Manouise, avec mon grand-oncle, tonton Serge. Je m'excuse, mais tu vois, c'était la cour de ferme avec les poules qui étaient à l'intérieur. Et c'était quand même une ambiance assez dure. Les enfants, ils ne parlaient pas, tu vois, autour de la table. On ne devait pas trop parler. Je me souviens de la table en toile cirée et ça causait vachement du remembrement. Je sais pas, voilà, c'était un temps comme ça. J'ai des souvenirs de comment les terres vont être constituées, tout ça. Bon. Et il y avait Femme Actuelle. C'était l'un des journaux qui traînait là. Et dans Femme Actuelle, il y avait toujours un roman photo. Et moi, sur le petit canapé, pendant qu'on buvait un jus de quelque chose, je pense, je ne sais pas trop, mais je feuilletais Femme Actuelle et je cherchais le roman photo parce que je trouvais ça quand même plus marrant que la conversation qui était autour de la table sur le remembrement. Et peut-être qu'ensuite de renouer avec un autre genre de roman photo, on a essayé d'en faire aussi dans Fakir d'ailleurs.
Ouais, on a essayé de faire des romans photos, ça n'a jamais trop bien pris. Et j'ai envie, tu vois, de contacter Vincent Jarousseau et de lui demander, bah, alors, est-ce que tu voudrais faire des romans photos pour Fakir? Parce que je trouve je trouve vraiment ce travail remarquable, une proximité avec les gens, tu vois, vraiment un super chouette boulot. Donc, Vincent Jarousseau, Les racines de la colère. Voilà. Ça te va ou pas? Le mot de la fin? Le mot de la fin, bah, ça sera ça, non? Et, ah oui, parce que tu sais, pourquoi aussi on peut dire pourquoi le relier? On peut le relier là. On a dit Je veux du soleil, c'est le premier film sur les Gilets jaunes. Et c'est vrai. Bon. Et là, tu as le premier docu-photo sur les Gilets jaunes. Parce que tu les as à l'intérieur. Comme c'est sur le déplacement, sur le mouvement, eh ben, tu as le début du mouvement qui s'est passé cet automne. Tu le croises, le gars, il n'est pas parti du tout pour suivre ça, mais il se trouve que ça s'est produit pendant qu'il suivait les gens. Et donc, tu as les débuts du mouvement des Gilets jaunes sur Denain, et donc tu vois quels gens se sont bougés sur cette histoire-là. Bon, c'est le premier docu-photo sur les Gilets jaunes, et comme le docu-photo n'est pas un genre très pratiqué, je pense que ça sera aussi le seul docu-photo peut-être sur les Gilets jaunes, à moins que Femme Actuelle fasse paraître des nouveaux romans photos avec la femme gilet jaune actuelle, tu vois, un truc comme ça. Bon, allez, à la prochaine, et puis donc on met Castaner dehors, quoi.